Construire au lieu de se plaindre. Produit et lu par Livre Académie. Introduction. Le 14 mai 1940, la ville de Rotterdam, aux Pays-Bas, est frappée par un bombardement aérien d'une violence inouïe. En quelques minutes à peine, le cœur historique de la ville, ses ruelles médiévales, ses maisons de marchands construites depuis des siècles, ses églises et ses places publiques, tout disparaît sous les flammes et les décombres. Près de 900 personnes perdent la vie, et plus de 24 000 foyers se retrouvent sans toit, du jour au lendemain. Les photographies aériennes, prises dans les jours qui suivent, montrent un paysage lunaire, un vide béant, là où s'élevait autrefois l'un des centres urbains les plus vivants d'Europe du Nord. Ce que peu de gens savent, c'est que dès les semaines suivant ce désastre, alors que la ville est encore sous occupation et que l'issue de la guerre reste totalement incertaine, un groupe d'architectes et d'urbanistes néerlandais commence déjà à dessiner les plans de la reconstruction. Ils ne savent pas encore combien de temps durera l'occupation. Ils ne savent pas s'ils auront un jour les ressources nécessaires pour concrétiser leurs plans. Mais ils dessinent quand même, méthodiquement, comme si la ville future existait déjà quelque part et qu'il suffisait de la faire apparaître sur le papier. L'architecte Cornelis van Tra, qui deviendra plus tard le directeur du service d'urbanisme de la ville, écrira dans ses carnets que la première chose à faire, face aux ruines, n'était jamais de les contempler longtemps, mais de décider ce qui allait s'élever à leur place. Vous avez probablement déjà vécu une version réduite de cette même situation, sans les bombes ni les ruines, mais avec le même choix silencieux imposé face à un effondrement. Un projet qui échoue après des mois de travail. Une relation qui se termine sans que vous ne l'ayez vu venir. Une décision qui tourne mal et qui vous laisse avec le sentiment que tout est à refaire depuis le début. Dans ces moments-là, deux voies s'offrent toujours à vous, et la plupart des gens, sans même s'en rendre compte, empruntent systématiquement la même. Ils restent debout devant les décombres. Ils les regardent. Ils les décrivent. Ils les racontent à qui veut bien les entendre. Encore et encore. Comme si le fait de revisiter la destruction allait, d'une manière ou d'une autre, en réduire le poids. La science du comportement humain a longtemps cherché à comprendre pourquoi certaines personnes, confrontées à un échec ou une perte, s'enlisent dans la plainte répétée, tandis que d'autres, placés face aux mêmes circonstances objectives, basculent rapidement vers l'action constructive. En 2011, la psychologue Suzanne Nolen-Hoeksema, professeure à l'université Yale, publie dans la revue Perspectives on Psychological Science une synthèse de plusieurs décennies de recherche sur ce qu'elle appelle la rumination, cette tendance à repasser mentalement et verbalement les mêmes pensées négatives sans jamais avancer vers une résolution concrète. Ces travaux, menés auprès de plusieurs milliers de participants sur une période prolongée, démontrent que la rumination ne soulage jamais réellement la détresse qu'elle prétend traiter. Elle l'entretient. Les personnes qui ruminent après un échec ou une perte présentent des niveaux de détresse psychologique significativement plus élevés plusieurs mois après l'événement déclencheur que celles qui se tournent rapidement vers des actions concrètes de résolution de problèmes. Ce constat scientifique rejoint, avec une précision troublante, ce que les urbanistes de Rotterdam avaient compris intuitivement dès les semaines suivant le bombardement. Se plaindre n'est jamais un acte neutre qui laisse la situation inchangée pendant qu'on réfléchit à la suite. C'est un acte actif qui grave plus profondément la blessure dans l'esprit de celui qui la répète, sans jamais produire le moindre changement dans la réalité extérieure qui l'a causée. Construire, à l'inverse, ne demande jamais d'avoir toutes les réponses avant de commencer. Il demande simplement de choisir une première pierre, aussi petite soit-elle, et de la poser. Ce livre part d'un constat que vous connaissez probablement déjà, quelque part, sans jamais l'avoir formulé aussi clairement. Le monde ne récompense jamais la qualité de vos explications sur pourquoi les choses ont mal tourné. Il récompense uniquement ce que vous choisissez de bâtir ensuite, avec les ressources qu'il vous reste, dans les conditions exactes où vous vous trouvez.
sans attendre que les circonstances redeviennent idéales. Rotterdam n'a jamais attendu la fin de la guerre pour commencer à se reconstruire sur le papier. Elle a commencé pendant l'occupation, dans l'incertitude la plus totale, parce que ses bâtisseurs avaient compris une vérité simple, mais rarement appliquée. On ne reconstruit jamais en attendant que les conditions soient favorables. On reconstruit en décidant, ici et maintenant, ce qui va s'élever à la place de ce qui a été détruit. Vous allez découvrir, à travers les chapitres qui suivent, pourquoi votre cerveau vous pousse naturellement vers la plainte plutôt que vers l'action. Quels mécanismes psychologiques précis maintiennent les gens prisonniers de la rumination pendant des années, et surtout, comment basculer consciemment de l'un vers l'autre, même quand tout, autour de vous, semble n'être qu'un champ de ruines. Ce livre ne va pas vous demander de nier la réalité de ce qui a été détruit dans votre vie. Il va vous apprendre à faire ce que Rotterdam a fait, décider, dès aujourd'hui, ce que vous choisissez de bâtir à la place. Chapitre numéro 1. Pourquoi ton cerveau préfère se plaindre? En 1972, le psychologue Martin Seligman, alors jeune chercheur à l'Université de Pennsylvanie, mène une série d'expériences qui vont profondément marquer la compréhension moderne du comportement humain face à l'adversité. Dans ses travaux sur ce qu'il appellera l'impuissance apprise, publiés progressivement au cours de la décennie suivante, il observe un phénomène troublant. Des sujets placés dans des situations où leurs actions n'avaient initialement aucun effet sur leur environnement continuaient, même une fois les conditions changées et une solution réellement disponible, à se comporter comme si aucune action n'était possible. Ils avaient appris, littéralement, à ne plus essayer. Ce mécanisme, une fois installé, ne se limitait jamais à la situation d'origine. Il se généralisait, contaminant la manière dont ces sujets abordaient ensuite des défis totalement différents. Vous portez probablement, sans même vous en rendre compte, des traces de ce même mécanisme quelque part dans votre propre histoire. Une déception ancienne, jamais vraiment digérée, qui continue d'orienter silencieusement la façon dont tu abordes chaque nouvel obstacle. Une habitude de commenter ce qui ne va pas, avant même d'envisager ce qui pourrait être fait. Ce réflexe n'est jamais un signe de faiblesse de caractère. C'est un mécanisme neurologique précis, forgé par la répétition, et c'est exactement pour cette raison qu'il peut être déconstruit avec la même précision qu'il a été construit. La plainte, contrairement à ce que l'intuition pourrait suggérer, procure un soulagement neurochimique réel et immédiat. La chercheuse Robin Kowalski, professeure à l'université Clemson, a consacré une grande partie de ses recherches, publiées à partir de 1996 dans le Psychological Bulletin, à l'analyse de ce qu'elle appelle la fonction sociale et psychologique de la plainte. Ces travaux démontrent que verbaliser une frustration active des circuits cérébraux associée à un soulagement de tension à court terme, ce qui explique pourquoi la plainte peut sembler, sur le moment, être une réponse naturelle et même nécessaire à une situation difficile. Le problème, révélé par la suite de ces recherches, c'est que ce soulagement immédiat ne s'accompagne d'aucune résolution du problème sous-jacent, et que la répétition de ce cycle finit par renforcer un schéma comportemental où la plainte devient la réponse par défaut, presque automatique, face à toute forme de difficulté. Il existe une différence fondamentale entre exprimer une difficulté une seule fois pour clarifier ce qui doit être résolu et répéter cette même difficulté encore et encore, sans jamais franchir l'étape suivante. Le premier acte fait partie intégrante du processus de construction. Il permet de nommer précisément ce qui doit changer. Le second acte, à l'inverse, tourne en boucle sur lui-même sans jamais produire d'avancée réelle. La psychologue Suzanne Nolen-Hoxema, dont les travaux ont déjà été évoqués dans l'introduction de ce livre, a démontré à travers plusieurs études longitudinales menées à l'université Yale que les personnes ayant tendance à ruminer après un événement stressant présentaient, plusieurs années plus tard, des taux significativement plus élevés de troubles anxieux et dépressifs que celles ayant adopté rapidement une posture orientée vers la résolution concrète du problème. Pense à un disque rayé.
de ceux que l'on utilisait autrefois pour écouter de la musique. Quand l'aiguille rencontre une imperfection sur la surface du vinyle, elle reste bloquée, répétant sans cesse la même fraction de seconde de musique, incapable d'avancer vers la suite du morceau tant que quelqu'un n'intervient pas manuellement pour déplacer l'aiguille. Le cerveau humain, confronté à une frustration non résolue, fonctionne exactement selon ce même principe. Il reste bloqué sur le même fragment de pensée, le repassant inlassablement, non pas parce qu'il manque d'intelligence ou de volonté, mais parce qu'aucune intervention consciente n'est venue déplacer l'aiguille vers la suite. Cette mécanique de la rumination trouve une explication neurologique précise dans les travaux du neuroscientifique Marcus Reichel, professeur à l'Université de Washington à Saint-Louis, dont les recherches sur ce qu'il nomme le réseau du mode par défaut, publiées à partir de 2001 dans les Proceedings of the National Academy of Sciences, ont profondément renouvelé la compréhension de l'activité cérébrale au repos. Reichel démontre que lorsque l'esprit n'est pas engagé dans une tâche orientée vers un but précis, il ne s'éteint jamais simplement. Il bascule automatiquement vers un réseau neuronal spécifique, largement associé à la rumination, à l'auto-évaluation critique et à la reconstitution répétée d'événements passés non résolus. Autrement dit, en l'absence d'une action concrète à entreprendre, ton cerveau ne reste jamais neutre. Il se tourne spontanément vers le remâchage du passé, sauf si tu lui donnes délibérément une direction différente. Cette découverte a une implication directe et essentielle. La solution à la plainte chronique ne réside jamais uniquement dans un effort de volonté pour arrêter de se plaindre, ce qui revient souvent à lutter frontalement contre un mécanisme neurologique profondément ancré. La solution réside plutôt dans le fait d'occuper délibérément cet espace mental avec une direction concrète, une action précise vers laquelle canaliser l'attention avant que la rumination n'ait le temps de s'installer et de prendre le contrôle. Il existe également une dimension sociale à ce mécanisme qui mérite d'être comprise avec précision. Le psychologue Bernard Rimet, professeur à l'Université catholique de Louvain, a mené pendant plusieurs décennies des recherches sur le partage social des émotions, publiées notamment dans un ouvrage de synthèse paru en 2005. Ces travaux révèlent que le fait de partager une frustration avec autrui procure effectivement un soulagement émotionnel immédiat, mais que ce partage répété, au-delà d'un certain seuil, cesse de produire un quelconque bénéfice psychologique et commence même à renforcer la détresse initiale, tout en dégradant progressivement la qualité des relations sociales de la personne concernée. Autrement dit, la plainte, quand elle devient un mode de fonctionnement habituel, plutôt qu'une étape ponctuelle vers la résolution, finit par isoler celui qui la pratique, précisément au moment où il aurait le plus besoin d'un soutien réel pour avancer. Comprendre ces mécanismes ne suffit jamais, à lui seul, à transformer un comportement profondément ancré. Mais cette compréhension constitue la première étape indispensable, celle qui permet de reconnaître, au moment précis où la rumination commence à s'installer, ce qui est réellement en train de se produire à l'intérieur de toi. Ce n'est jamais une faiblesse de caractère qui te pousse à revenir sans cesse sur ce qui a mal tourné. C'est un réseau neuronal par défaut, activé automatiquement en l'absence d'une direction consciente, exactement comme les urbanistes de Rotterdam auraient pu se laisser submerger par la contemplation des ruines s'ils n'avaient pas choisi, dès les premiers jours, de tourner leur attention vers ce qu'ils allaient bâtir à la place. La prochaine fois que tu sens la plainte monter en toi face à une difficulté, reconnais ce moment précis pour ce qu'il est réellement. Ton cerveau, laissé sans direction, vient de basculer par défaut vers son mode de rumination. Ce n'est pas une fatalité, c'est un signal, celui qui t'indique exactement où placer ta prochaine décision consciente. Chapitre numéro 2. Le poids de ce que tu répètes. En 1945, dans les mois qui suivent la libération des Pays-Bas, les habitants de Rotterdam qui reviennent visiter le centre-ville détruit se divisent naturellement en deux groupes distincts, que les archives municipales de l'époque
décrivent avec une précision presque clinique. Le premier groupe revient régulièrement sur les lieux du désastre, parcourt les ruines encore fumantes par endroits, photographie ce qui reste des façades effondrées, raconte à qui veut l'entendre l'ampleur exacte de ce qui a été perdu. Le second groupe, en revanche, ne revient que rarement contempler les décombres. Ses habitants préfèrent se rendre directement dans les bureaux d'urbanisme temporaire installés à la périphérie de la ville, où sont exposés les premiers plans de la reconstruction, pour observer ce qui va s'élever à la place. Les historiens qui ont étudié cette période notent que ce n'est pas la sévérité de la perte personnelle qui déterminait l'appartenance à l'un ou l'autre de ces groupes. Des familles ayant perdu autant, parfois davantage, se retrouvaient dans les deux camps. Ce qui les distinguait, c'était uniquement la direction vers laquelle elles choisissaient de tourner leur attention dans les mois suivant le désastre. Vous avez probablement déjà remarqué, dans votre propre vie ou chez des personnes de votre entourage, cette même bifurcation invisible après un échec ou une perte significative. Deux personnes traversent exactement la même épreuve, avec une intensité de souffrance initiale comparable, et pourtant, quelques mois plus tard, l'une semble s'être reconstruite, tandis que l'autre reste étrangement figée, comme suspendue dans le moment même de l'effondrement, incapable d'avancer au-delà. Cette différence ne tient jamais à la gravité objective de ce qui s'est produit. Elle tient à ce que chacune choisit de répéter, jour après jour, dans son propre esprit et dans ses conversations avec les autres. La science cognitive a documenté avec une précision remarquable la manière dont la répétition mentale d'un événement en modifie littéralement l'empreinte neurologique. Le neuroscientifique Eric Kandel, professeur à l'Université Columbia et lauréat du prix Nobel de physiologie, a consacré une grande partie de sa carrière à l'étude des mécanismes moléculaires de la mémoire. Ses travaux, publiés à partir des années 1970 et synthétisés dans un ouvrage de référence paru en 2006, démontrent que chaque fois qu'un souvenir est rappelé et rejoué mentalement, les connexions synaptiques associées à ce souvenir se renforcent physiquement. Ce processus, appelé consolidation synaptique, signifie littéralement que revivre mentalement un échec, encore et encore, ne se contente jamais de le maintenir intact dans la mémoire. Cette répétition renforce activement le circuit neuronal associé à cet échec, le rendant plus facilement accessible, plus intensément ressenti et plus difficile à déloger à chaque nouvelle répétition. Cette découverte a une implication qui mérite d'être pleinement mesurée. Quand tu racontes pour la 10e fois à un ami, un collègue, ou même simplement dans le silence de tes propres pensées, l'histoire détaillée de ce qui a mal tourné, tu ne te contentes jamais de décrire un événement passé de manière neutre. Tu graves plus profondément ce même événement dans l'architecture physique de ton cerveau, renforçant chaque fois un peu plus le poids émotionnel qui lui est associé. Ce que tu répètes ne reste jamais figé. Il s'amplifie. Le psychologue James Pennebaker, professeur à l'Université du Texas à Austin, a mené depuis les années 1980 des recherches approfondies sur l'expression des expériences difficiles, publiées notamment dans le Journal of Abnormal Psychology. Ces travaux révèlent une nuance essentielle qui distingue deux formes très différentes de retour sur un événement douloureux. La première forme, qu'il nomme l'expression narrative structurée, consiste à raconter une seule fois, ou un nombre limité de fois, l'événement dans son ensemble, en cherchant activement à en extraire un sens ou un apprentissage. Cette forme d'expression, démontre Pennebaker à travers de nombreuses études contrôlées, améliore significativement la santé psychologique et même certains marqueurs physiologiques du stress chez les participants. La seconde forme, qu'il nomme la rumination répétitive, consiste à revenir sans cesse sur les mêmes détails de l'événement, sans jamais chercher à en dégager une direction future, uniquement pour revivre et redécrire la douleur elle-même. Cette seconde forme, contrairement à la première, dégrade progressivement le bien-être psychologique des personnes qui la pratiquent de manière chronique. La différence entre ces deux formes ne réside jamais dans le fait de parler
ou de ne pas parler d'un échec. Elle réside dans l'intention et la direction de ce discours. Raconter une fois ce qui s'est passé, pour clarifier ta propre compréhension et identifier ce qui doit changer, fait partie intégrante du processus de reconstruction. Répéter indéfiniment la même histoire, sans jamais avancer vers une conclusion actionnable, transforme cette histoire en une prison mentale que tu construis toi-même, une pierre à la fois, à chaque nouvelle répétition. Pense à un sentier de randonnée à travers une forêt dense. La première fois qu'un marcheur emprunte ce chemin, l'herbe se couche légèrement sous ses pas, mais reprend rapidement sa forme initiale. Si un second marcheur emprunte exactement le même tracé quelques jours plus tard, puis un troisième, puis un quatrième, l'herbe finit par ne plus se relever du tout. Un sentier visible et durable se forme, et avec le temps, ce sentier devient le chemin naturel que chacun emprunte spontanément, sans même y réfléchir, simplement parce qu'il est désormais plus facile à suivre que n'importe quel autre passage à travers la végétation dense environnante. Les pensées répétées fonctionnent exactement selon ce même principe. Chaque fois que tu empruntes mentalement le même chemin de rumination, tu rends ce chemin plus facile à emprunter la fois suivante, jusqu'à ce qu'il devienne le trajet par défaut que ton esprit choisit spontanément, sans effort conscient, dès qu'une nouvelle difficulté se présente. Cette compréhension neurologique trouve un écho précis dans les travaux du psychiatre Norman Doidge, dont l'ouvrage de référence sur la plasticité cérébrale, paru en 2007, a largement contribué à populariser dans le grand public la compréhension scientifique de la manière dont le cerveau se transforme physiquement en fonction de ce qu'on lui fait répéter. Doidge synthétise des décennies de recherche en neurosciences pour démontrer que le cerveau adulte conserve, tout au long de la vie, une capacité remarquable à reconfigurer ses propres circuits en fonction des pensées et comportements répétés. Cette plasticité, qui représente une excellente nouvelle pour quiconque cherche à se libérer d'un schéma de rumination ancien, signifie également que chaque répétition d'un schéma de plainte renforce ce même schéma, le rendant chaque jour un peu plus difficile à déloger. Il faut comprendre que cette dynamique ne concerne jamais uniquement les grands drames de l'existence. Elle opère avec la même précision dans les frustrations quotidiennes les plus banales. La remarque désagréable d'un collègue, ressassée pendant tout un trajet de retour à la maison. La déception d'un projet qui n'a pas abouti comme prévu, revisitée encore et encore dans les jours qui suivent. Chacune de ces répétitions, aussi anodines puissent-elles sembler prises isolément, participe à la construction progressive de ce même sentier mental, celui qui rend la plainte de plus en plus accessible et la construction de plus en plus difficile à atteindre. Il existe une manière précise de rompre ce cycle, et elle ne consiste jamais à supprimer artificiellement le souvenir de ce qui s'est produit, ce qui serait d'ailleurs neurologiquement impossible et psychologiquement contre-productif. Elle consiste à transformer consciemment la nature de la répétition elle-même. Chaque fois que tu sens l'envie de revenir sur un échec ou une frustration, la question à te poser n'est jamais de savoir si tu dois en parler ou non. Elle est de savoir si cette évocation te rapproche d'une action concrète ou si elle ne fait que creuser davantage le même sillon déjà bien trop profond. Raconte une fois pour comprendre. Puis, choisis délibérément de rediriger ton attention vers ce que tu vas construire ensuite. Exactement comme les habitants de Rotterdam qui préféraient se rendre dans les bureaux d'urbanisme plutôt que de retourner sans cesse contempler les ruines encore fumantes de leur ville détruite. Ce que tu répètes aujourd'hui devient le sentier que ton esprit empruntera automatiquement demain. Choisis avec soin ce que tu laisses s'installer dans cette architecture invisible mais bien réelle, que ton cerveau construit à chaque instant, en fonction de ce à quoi tu choisis, encore et encore, de prêter ton attention. Chapitre numéro 3. La première pierre. Le 16 mai 1940, 2 jours seulement après le bombardement qui a rasé le centre de Rotterdam, l'architecte municipal Willem Witteveen ne dispose encore d'aucun plan définitif, d'aucun financement assuré, d'aucune certitude sur l'issue du conflit
qui continue de faire rage autour de lui. Ce qu'il possède, en revanche, c'est une feuille de papier et un crayon. Les archives conservées aujourd'hui au musée d'histoire de Rotterdam montrent que ces tout premiers croquis, datés de cette semaine précise, ne représentent rien de grandiose. Il s'agit simplement d'un tracé approximatif des principales artères qui devront un jour traverser la ville reconstruite, esquissée sans savoir encore si un seul bâtiment de ce plan verrait un jour le jour. Witteveen ne cherchait pas à concevoir la ville parfaite dès le premier trait. Il cherchait uniquement à poser la première pierre, aussi imparfaite et provisoire soit-elle, sur laquelle tout le reste allait progressivement se construire. Vous connaissez probablement cette sensation paralysante qui survient face à un projet dont l'ampleur semble dépasser largement ce que vous êtes capable d'entreprendre dans l'immédiat. Reconstruire une carrière après un échec professionnel majeur. Réparer une relation profondément abîmée. Retrouver une discipline de vie après des mois, parfois des années, de dérive. Face à l'ampleur de ce qui doit être reconstruit, l'esprit humain a tendance à chercher d'abord un plan complet, une méthode infaillible, une certitude totale sur chaque étape à venir avant même d'oser poser le premier geste. Cette recherche de certitude préalable, aussi rassurante puisse-t-elle sembler, constitue en réalité l'un des obstacles les plus puissants à toute reconstruction réelle. La psychologue Teresa Amabile, professeure à la Harvard Business School, a mené pendant plusieurs années une étude approfondie sur la motivation au travail, publiée en 2011 dans un ouvrage de référence intitulé The Progress Principle. Son équipe a analysé plusieurs milliers de journaux de bord tenus quotidiennement par des employés travaillant sur des projets complexes, cherchant à identifier ce qui, concrètement, alimentait ou détruisait leur motivation à poursuivre un travail difficile. Le résultat le plus significatif de cette recherche est ce qu'Amabile nomme le principe du petit progrès. Ce n'est jamais l'accomplissement d'une étape majeure, rare et spectaculaire, qui alimente le plus fortement la motivation à continuer. C'est la perception répétée d'un progrès, même minuscule, accompli au jour le jour, qui construit progressivement l'élan nécessaire pour affronter des défis toujours plus ambitieux. Les participants ayant rapporté avoir accompli une avancée modeste mais concrète dans leur journée présentaient des niveaux d'engagement et de créativité significativement supérieurs à ceux ayant traversé une journée sans progrès identifiable, quelle que soit par ailleurs l'intensité de leurs efforts fournis. Cette découverte contredit directement l'intuition largement répandue selon laquelle la motivation devrait précéder l'action, comme un carburant qu'il faudrait accumuler avant de pouvoir démarrer un projet ambitieux. La réalité, démontrée avec une précision remarquable par les travaux d'Amabile, fonctionne exactement dans le sens inverse. C'est l'action, même minime, qui génère la motivation nécessaire pour poursuivre, et non l'inverse. Attendre de se sentir suffisamment motivé, suffisamment prêt, suffisamment certain avant de poser la première pierre revient à attendre un signal qui, dans l'immense majorité des cas, ne viendra jamais avant que l'action elle-même n'ait commencé à le produire. Il existe un mécanisme psychologique précis qui explique pourquoi la première action, même modeste, produit un effet disproportionné sur la capacité à poursuivre ensuite. Le psychologue Kurt Lewin, dont les travaux fondateurs sur la psychologie de la motivation remontent aux années 1930 à l'Université de Berlin, puis à l'Université de l'Iowa, a démontré à travers plusieurs expériences précurseurs que les tâches commencées créent une tension psychologique interne, une forme d'engagement qui pousse naturellement l'esprit à vouloir compléter ce qui a été entamé. Cette tension, que des chercheurs ultérieurs développeront sous le nom d'effet Zeigarnik, en référence aux travaux de sa collègue Bluma Zeigarnik, explique pourquoi le fait de simplement commencer, même de manière très partielle, modifie fondamentalement la relation psychologique que l'on entretient avec une tâche donnée. Une tâche jamais commencée reste une intention abstraite,
facile à reporter indéfiniment. Une tâche à peine commencée devient une boucle ouverte que l'esprit cherche activement à refermer. Pense à un mur de pierre qui doit s'élever pour reconstruire ce qui a été détruit. Le maçon qui contemple l'ampleur du chantier, sans jamais poser la première pierre, restera éternellement face à un mur qui n'existe que dans son esprit. Le maçon qui pose une première pierre, même mal ajustée, même provisoire, transforme immédiatement la nature de sa tâche. Il ne fait plus face à un mur abstrait, à imaginer dans sa totalité. Il fait face à un mur réel, commencé, sur lequel il ne reste plus qu'à poser la pierre suivante, puis la suivante encore. La différence entre ces deux maçons ne tient jamais à leurs compétences techniques ou à la qualité de leur plan initial. Elle tient uniquement au fait que l'un a choisi de commencer avant d'avoir toutes les certitudes, tandis que l'autre attend encore que ces certitudes lui soient données avant d'oser le premier geste. Cette logique trouve une confirmation précise dans les travaux du psychologue Robert Bowes, professeur à l'Université d'État de New York à Stony Brook, dont les recherches menées à partir des années 1980 auprès d'universitaires bloqués dans leur production académique ont révélé un constat déterminant. Les chercheurs qui parvenaient à surmonter durablement leurs difficultés à produire n'étaient jamais ceux qui avaient attendu de se sentir pleinement inspirés ou parfaitement organisés avant de commencer à écrire. C'étaient ceux qui s'étaient imposé une règle simple, mais rigoureusement appliquée. Écrire un nombre modeste de phrases chaque jour, indépendamment de leur état émotionnel ou de leur sentiment de préparation. Boyce démontre que cette discipline de la petite action quotidienne produisait, sur la durée, des résultats considérablement supérieurs à ceux obtenus par des chercheurs attendant des périodes ponctuelles d'inspiration intense pour produire de longues sessions de travail irrégulières. Il faut comprendre que cette première pierre, aussi modeste soit-elle, ne doit jamais être confondue avec un geste symbolique dénué de valeur réelle. Chaque première pierre posée avec intention porte en elle deux fonctions distinctes et essentielles. La première fonction est concrète. Elle constitue littéralement une part du travail final, aussi minime paraisse-t-elle par rapport à l'ampleur totale du chantier. La seconde fonction est psychologique, et elle est peut-être encore plus déterminante que la première. Elle transforme la nature même du projet dans l'esprit de celui qui l'entreprend, le faisant basculer d'une intention abstraite, facile à reporter indéfiniment, vers une réalité concrète et déjà engagée, qui appelle naturellement sa propre poursuite. Il existe une erreur fréquente que commettent la plupart des gens qui cherchent à reconstruire quelque chose d'important dans leur vie. Ils cherchent la première pierre parfaite, celle qui garantirait à elle seule le succès de tout l'édifice à venir. Cette recherche de perfection initiale constitue paradoxalement l'un des obstacles les plus puissants à la construction réelle, précisément parce qu'elle maintient l'action dans un état de préparation indéfini, jamais suffisamment abouti pour justifier de passer véritablement à l'acte. Witteveen n'a jamais cherché à dessiner, dès sa première esquisse de 1940, le plan définitif et parfait de la ville reconstruite. Il a posé un tracé provisoire, qu'il savait imparfait, sachant qu'il pourrait être ajusté, révisé, amélioré au fur et à mesure que de nouvelles informations et ressources deviendraient disponibles. Cette acceptation de l'imperfection initiale ne relève jamais du laxisme ou du manque d'exigence. Elle relève d'une compréhension précise de la manière dont la construction réelle fonctionne, par ajustements successifs, plutôt que par révélation soudaine et complète d'un plan parfait dès le premier jour. La prochaine fois que tu te retrouves paralysé face à l'ampleur d'une reconstruction nécessaire dans ta propre vie, résiste à la tentation d'attendre d'avoir toutes les réponses avant de commencer. Identifie la plus petite action concrète qu'il t'est possible d'entreprendre aujourd'hui, aussi modeste et imparfaite soit-elle, et pose-la. Ce n'est jamais l'ampleur de cette première pierre qui détermine ce que deviendra l'édifice final. C'est le simple fait de l'avoir posée,
Aujourd'hui, plutôt que d'avoir continué à attendre un moment plus favorable, qui, comme le savaient déjà les bâtisseurs de Rotterdam, ne se présente presque jamais de lui-même. Chapitre numéro 4. Bâtir avec ce qui reste. Entre 1941 et 1953, les ingénieurs municipaux de Rotterdam prennent une décision qui semble, à première vue, purement pratique, mais qui va s'avérer déterminante pour l'avenir économique de toute la région. Plutôt que d'évacuer les millions de tonnes de gravats issus des bâtiments détruits vers des décharges éloignées, ils choisissent de les utiliser directement pour combler les zones marécageuses bordant le fleuve Maas. Les décombres de ce qui fut autrefois le cœur historique de la ville deviennent littéralement les fondations sur lesquelles s'étend le nouveau port, celui-là même qui fera de Rotterdam, quelques décennies plus tard, le plus grand port d'Europe. Ce qui restait de la destruction n'a jamais été considéré comme un déchet à éliminer. Il a été considéré comme une matière première à réorienter vers un usage nouveau. Vous avez probablement déjà ressenti cette tentation, face à un projet important, d'attendre de disposer de ressources idéales avant de commencer réellement. Plus de temps, plus d'argent, plus d'expérience. Un contexte plus favorable, un soutien plus solide de ceux qui vous entourent. Cette attente, aussi raisonnable qu'elle puisse sembler, repose sur une prémisse rarement questionnée, celle qui voudrait que la construction ne puisse véritablement débuter qu'une fois les conditions parfaites réunies. Or, cette prémisse contredit directement ce que la recherche en psychologie de la décision et en sciences entrepreneuriales a démontré avec une rigueur croissante au cours des dernières décennies. En 2001, la chercheuse Saras Sarasvathy, professeure à la Darden School of Business de l'Université de Virginie, publie dans la revue Academy of Management Review une théorie qui allait profondément transformer la compréhension académique de la manière dont les entrepreneurs les plus efficaces prennent réellement leurs décisions. Cette théorie, qu'elle nomme l'effectuation, repose sur l'analyse détaillée des processus de pensée de plusieurs dizaines d'entrepreneurs ayant fondé des entreprises couronnées de succès. Le constat central de ces travaux contredit frontalement l'image populaire de l'entrepreneur visionnaire qui établirait d'abord un objectif ambitieux avant de rassembler méthodiquement les ressources nécessaires pour l'atteindre. Sarasvathy démontre que les entrepreneurs les plus performants procèdent presque toujours dans le sens inverse. Ils commencent par un inventaire précis de ce dont ils disposent déjà, leurs compétences existantes, leur réseau actuel, les ressources matérielles immédiatement accessibles, et c'est à partir de cet inventaire concret qu'ils déterminent ce qu'il devient possible de construire, plutôt que de partir d'un objectif abstrait et de chercher ensuite les moyens de l'atteindre. Ce principe, que Sarasvathy résume par la formule de l'oiseau dans la main, en référence au dicton selon lequel un oiseau dans la main vaut mieux que deux dans les buissons, s'oppose directement à la logique d'attente qui paralyse tant de projets de reconstruction personnelle. Attendre d'avoir les ressources idéales avant de commencer revient à courir après des oiseaux encore dans les buissons, en ignorant celui que l'on tient déjà fermement entre les mains. Les gravats de Rotterdam, aussi peu séduisants puissent-ils sembler comparés à des matériaux de construction neufs et adaptés, constituaient précisément cet oiseau déjà présent, immédiatement disponible, à partir duquel une fondation solide pouvait être bâtie sans délai supplémentaire. Il existe une seconde dimension à ce principe, souvent négligée, qui concerne directement la manière dont les contraintes elles-mêmes peuvent devenir un moteur de créativité plutôt qu'un simple obstacle à contourner. La psychologue Patricia Stokes, professeure au Barnard College de l'Université Columbia, a mené pendant plusieurs années des recherches approfondies sur la relation entre contrainte et créativité, synthétisée dans un ouvrage de référence paru en 2006. Ces travaux démontrent, à travers l'analyse de nombreux cas, issus de domaines aussi variés que la peinture, la publicité ou l'ingénierie, que l'absence totale de contraintes ne favorise presque jamais la créativité, contrairement à l'intuition largement répandue. Ce sont, au contraire, les contraintes bien choisies et clairement définies qui forcent l'esprit à explorer des combinaisons et des solutions
qu'une liberté totale et illimitée n'aurait jamais naturellement suggéré. Stokes montre que les créateurs les plus innovants dans leurs domaines respectifs ne sont presque jamais ceux qui disposaient des ressources les plus abondantes, mais ceux qui avaient développé la capacité à transformer des limitations apparentes en points de départ féconds pour une solution originale. Cette découverte éclaire d'un jour nouveau la situation de quiconque se retrouve à devoir reconstruire quelque chose d'important avec des moyens objectivement limités. Le manque de ressources idéales, aussi frustrant puisse-t-il paraître sur le moment, ne constitue jamais un obstacle absolu à la construction. Il constitue plutôt une contrainte spécifique, qui, correctement abordée, peut orienter vers des solutions plus originales, plus adaptées, et souvent plus solides que celles qui auraient émergé d'un contexte de ressources illimitées où aucune sélection rigoureuse n'aurait été nécessaire. Pense à un chef cuisinier confronté à un réfrigérateur presque vide, ne contenant que quelques ingrédients disparates qui ne semblent, à première vue, avoir aucun lien logique entre eux. Le cuisinier médiocre contemplera ce réfrigérateur avec découragement, concluant qu'il lui est impossible de préparer un repas satisfaisant sans se rendre d'abord au marché pour acquérir les ingrédients qui lui manquent. Le cuisinier expérimenté, à l'inverse, verra dans ces mêmes ingrédients disparates une contrainte créative qui l'oblige à improviser une combinaison qu'il n'aurait probablement jamais envisagée s'il avait eu accès à un choix illimité. Cette improvisation forcée produit souvent des résultats surprenants, parfois même supérieurs à ce qu'une préparation méthodique et parfaitement approvisionnée aurait donné. La reconstruction d'un projet, d'une carrière ou d'une vie entière après un effondrement fonctionne selon une logique remarquablement similaire. Ce que tu perçois comme un manque cruel de ressources constitue souvent, en réalité, une invitation à construire différemment, avec une créativité que l'abondance n'aurait jamais exigée de toi. Il faut également comprendre une distinction essentielle entre deux postures fondamentalement différentes face au manque perçu de ressources. La première posture, celle qui domine chez la plupart des gens confrontés à une reconstruction difficile, consiste à établir mentalement une liste de ce qui manque, une énumération détaillée de tout ce qui serait nécessaire mais qui fait défaut. Cette posture, bien qu'elle semble logique et même prudente, oriente systématiquement l'attention vers le vide plutôt que vers le plein, renforçant le sentiment d'impuissance déjà évoqué dans les chapitres précédents de ce livre. La seconde posture, celle qu'ont adoptée les urbanistes de Rotterdam face à leurs millions de tonnes de gravats, consiste à établir un inventaire précis de ce qui est déjà disponible, aussi imparfait ou inattendu que cela puisse paraître, et à chercher activement comment ces éléments existants peuvent être réorientés vers la construction envisagée. Cette bascule de perspective, du manque vers l'inventaire, ne relève jamais d'un optimisme naïf déconnecté de la réalité matérielle des contraintes rencontrées. Elle relève d'une discipline mentale précise, documentée par la recherche en psychologie cognitive, qui consiste à orienter délibérément l'attention vers les ressources exploitables plutôt que vers celles qui font défaut. Le psychologue Barry Schwartz, professeur au Swarthmore College, a démontré à travers plusieurs études publiées à partir des années 2000 que la focalisation attentionnelle sur ce qui est absent d'une situation donnée génère systématiquement plus de frustration et paralyse davantage la prise de décision que la focalisation sur ce qui est présent et directement actionnable. Cette recherche confirme, avec une précision scientifique, ce que les bâtisseurs de Rotterdam avaient compris intuitivement en choisissant de transformer leurs décombres en fondations plutôt que de les considérer comme un simple déchet dont il fallait uniquement se débarrasser. Il existe une dernière nuance importante à intégrer avant de refermer ce chapitre. Bâtir avec ce qui reste ne signifie jamais renoncer définitivement à acquérir, avec le temps, des ressources supplémentaires plus adaptées au projet envisagé. Rotterdam n'a jamais cessé, au fil des décennies suivant la reconstruction initiale,
d'investir dans des infrastructures nouvelles et modernes, bien au-delà des simples gravats récupérés dans l'urgence des premières années. Mais cette croissance ultérieure n'aurait jamais pu se produire si la ville avait attendu, dès 1940, de disposer de ressources idéales avant de poser ses premières fondations. La construction avec ce qui reste n'est jamais une destination finale. Elle constitue le point de départ indispensable, souvent imparfait, à partir duquel toute reconstruction plus ambitieuse devient progressivement possible. Fais, dès aujourd'hui, l'inventaire précis de ce dont tu disposes réellement pour la reconstruction que tu portes en toi. Non pas ce qui te manque, non pas ce que tu aimerais avoir avant de commencer, mais ce que tu possèdes déjà, ici et maintenant, aussi modeste ou inattendu que cela puisse te sembler. C'est à partir de cet inventaire, et de lui seul, que la construction réelle peut commencer. Les gravats les plus disgracieux ont un jour porté le plus grand port d'Europe. Ce que tu considères aujourd'hui comme une ressource insuffisante pourrait bien être, exactement de la même manière, la fondation que tu n'avais pas encore su reconnaître. Chapitre numéro 5. Devenir un bâtisseur permanent. En 1953, 13 ans après le bombardement qui avait rasé son centre historique, Rotterdam inaugure la Lijnbaan, la première rue commerçante entièrement piétonne construite en Europe. Ce projet, salué internationalement comme une innovation urbanistique majeure, n'est jamais présenté par ses concepteurs comme un aboutissement final, un point d'arrivée après lequel la ville pourrait enfin se reposer sur ses acquis. Les architectes municipaux de l'époque, dans leurs rapports conservés aux archives de la ville, décrivent déjà les phases suivantes de développement urbain, les extensions portuaires à venir, les quartiers résidentiels encore à concevoir. Rotterdam n'avait jamais cessé de se construire depuis 1940, et elle ne cesserait pas non plus après l'inauguration de la Lijnbaan. La reconstruction n'avait jamais été, pour cette ville, un projet ponctuel avec un début et une fin clairement délimités. Elle était devenue une disposition permanente, une manière durable d'aborder chaque nouveau défi qui se présentait. Vous êtes arrivé, à travers les 4 chapitres précédents de ce livre, à un point où vous comprenez désormais pourquoi votre esprit bascule naturellement vers la plainte. Comment la répétition d'un échec engrave le poids plus profondément dans votre mémoire, pourquoi la première pierre compte davantage que le plan parfait, et comment transformer les ressources limitées dont vous disposez en fondations solides, plutôt qu'en excuses pour ne pas commencer. Mais il existe un dernier basculement, souvent négligé, sans lequel tout ce travail risque de rester ponctuel plutôt que durable. Ce basculement consiste à cesser de considérer la construction comme une réponse exceptionnelle à un désastre exceptionnel, pour en faire, à l'inverse, une disposition permanente face à chaque difficulté de la vie quotidienne, grande ou petite. La psychologue Angela Duckworth, professeure à l'Université de Pennsylvanie, a consacré une grande partie de sa carrière à l'étude de ce qu'elle nomme la ténacité, publiée notamment dans un ouvrage de référence paru en 2016 et fondé sur plusieurs études menées auprès de milliers de participants dans des contextes aussi variés que l'armée, l'éducation ou le monde de l'entreprise. Ces recherches démontrent que la capacité à persévérer face à l'adversité ne dépend jamais uniquement de la motivation ponctuelle ressentie face à un défi particulier. Elle dépend d'une disposition durable, cultivée et renforcée par la répétition constante de petites actions constructives, jusqu'à ce que cette disposition devienne une caractéristique stable de la personnalité plutôt qu'un effort ponctuel mobilisé uniquement dans les moments de crise. Cette découverte a une implication directe pour la manière dont tu dois envisager tout ce que ce livre t'a appris jusqu'ici. Les principes exposés dans les chapitres précédents, résister à la rumination, choisir la première pierre plutôt que le plan parfait, bâtir avec les ressources disponibles plutôt que d'attendre des conditions idéales, ne doivent jamais rester des outils que tu mobilises uniquement lors des grands effondrements de ta vie. Ils doivent devenir des réflexes que tu appliques systématiquement, y compris, et surtout, face aux frustrations mineures du quotidien, celles
qui ne feront jamais l'objet d'un récit dramatique, mais qui, cumulés, façonnent silencieusement la trajectoire de toute une existence. Le psychologue Roy Baumeister, professeur à l'Université d'État de Floride, a démontré à travers plusieurs études publiées à partir de 1988 dans le Journal of Personality and Social Psychology, un phénomène qu'il nomme la force de l'habitude comportementale. Ces travaux révèlent que les comportements répétés fréquemment, même à petite échelle, finissent par s'automatiser, au point de ne plus requérir d'efforts conscients significatifs pour être exécutés. Autrement dit, la personne qui choisit systématiquement, même face à une contrariété mineure, de se demander ce qu'elle peut construire plutôt que ce dont elle peut se plaindre, finit par développer ce réflexe, au point qu'il devient sa réponse par défaut, appliquée automatiquement, y compris face aux difficultés les plus sérieuses qui viendraient un jour à se présenter. Pense à un athlète qui s'entraîne quotidiennement, non pas uniquement dans la perspective de la grande compétition à venir dans plusieurs mois, mais parce que chaque séance d'entraînement, aussi modeste soit-elle prise isolément, renforce progressivement une capacité qui deviendra disponible au moment où elle sera véritablement nécessaire. Cet athlète ne se pose jamais la question de savoir s'il doit s'entraîner uniquement lorsqu'une échéance importante approche. L'entraînement est devenu, pour lui, une disposition permanente, indépendante des circonstances extérieures. La construction fonctionne exactement selon ce même principe. Ce n'est jamais uniquement face aux grands désastres de l'existence que la discipline de bâtir, plutôt que de se plaindre, doit être mobilisée. C'est dans la répétition quotidienne, face aux embouteillages frustrants, aux malentendus mineurs, aux petites déceptions ordinaires, que cette discipline se muscle véritablement, jusqu'à devenir disponible et fiable, le jour où une reconstruction d'une ampleur bien plus considérable s'imposera. Il faut également comprendre que cette disposition permanente à construire ne signifie jamais nier la réalité de la souffrance ou minimiser artificiellement l'ampleur d'une véritable perte. Les habitants de Rotterdam n'ont jamais prétendu, dans les années qui ont suivi 1940, que la destruction de leur ville n'avait pas d'importance ou ne méritait pas d'être pleinement reconnue. Ils ont simplement refusé de laisser cette reconnaissance légitime de la perte se transformer en paralysie permanente. Il existe une différence fondamentale entre accueillir pleinement la réalité d'une difficulté et s'y enliser indéfiniment. La première posture fait partie intégrante d'un processus de reconstruction sain. La seconde constitue précisément l'obstacle que ce livre entier a cherché à t'aider à dépasser. La chercheuse en psychologie positive, Barbara Fredrickson, professeure à l'Université de Caroline du Nord à Chapel Hill, a démontré à travers ses recherches sur ce qu'elle nomme la théorie de l'élargissement et de la construction, publiée à partir de 1998 dans l'American Psychologist, que les états psychologiques orientés vers la construction et le progrès élargissent progressivement le répertoire de ressources cognitives et comportementales disponibles chez un individu, créant un cercle vertueux durable. Chaque petite action constructive entreprise ne se contente jamais de résoudre le problème immédiat qu'elle cible. Elle renforce également la capacité globale de la personne à aborder les défis futurs avec davantage de ressources, de créativité et de résilience. Cette découverte confirme, avec une précision scientifique remarquable, ce que les urbanistes de Rotterdam avaient compris intuitivement en refusant de considérer leur reconstruction comme un projet isolé, pour en faire, au contraire, une disposition durable qui allait continuer à porter ses fruits bien au-delà des premières années suivant la libération. Il existe un dernier principe essentiel qui rassemble l'ensemble de ce que ce livre a cherché à te transmettre. Devenir un bâtisseur permanent ne signifie jamais atteindre un état où plus aucune difficulté ne viendra jamais te déstabiliser. Cela signifierait ignorer la nature même de l'existence humaine, faite inévitablement d'obstacles, de pertes et de désillusions récurrentes. Devenir un bâtisseur permanent signifie plutôt développer,
à travers la répétition constante et délibérée, un réflexe fiable, qui se déclenche automatiquement face à chaque nouvelle difficulté, celui qui te pousse à te demander, presque instinctivement, ce que tu peux construire à partir de la situation présente, plutôt que combien de temps tu vas passer à en déplorer l'existence. Ce réflexe, comme toute discipline véritable, ne s'installe jamais, du jour au lendemain, à la simple lecture d'un livre. Il se construit, précisément, de la même manière que Rotterdam elle-même s'est reconstruite, une pierre après l'autre, une décision après l'autre, un jour après l'autre, jusqu'à ce que cette manière d'aborder l'existence cesse d'être un effort conscient pour devenir, simplement, qui tu es devenu, à force de le pratiquer. Tu disposes désormais de l'ensemble des outils précis, documentés par des décennies de recherches scientifiques et illustrés par la reconstruction méthodique d'une ville entière, pour transformer durablement ta relation à chaque difficulté que la vie continuera inévitablement à te présenter. Le choix, comme il l'a toujours été depuis la première page de ce livre, t'appartient entièrement. Contempler les ruines, ou commencer, dès aujourd'hui, à poser la prochaine pierre. Conclusion. En 1985, 45 ans après le bombardement qui avait rasé son centre historique, Rotterdam devient officiellement le plus grand port du monde. Une position qu'elle conservera pendant plusieurs décennies avant d'être dépassée par des ports asiatiques en pleine expansion économique. Les historiens qui étudient cette trajectoire remarquable notent un détail souvent négligé dans les récits plus généraux de la reconstruction néerlandaise. Aucun des urbanistes qui avaient dessiné les premiers plans en 1940 n'aurait pu prédire, avec précision, l'ampleur exacte de ce que la ville allait devenir 45 ans plus tard. Ils ne disposaient d'aucune certitude sur l'issue de leur entreprise au moment où ils ont posé leur premier tracé. Ils disposaient uniquement d'une décision, celle de construire, plutôt que de contempler indéfiniment ce qui avait été détruit. Vous avez parcouru, à travers ce livre, l'ensemble des mécanismes qui distinguent ceux qui restent prisonniers de leurs ruines de ceux qui choisissent, malgré l'incertitude et le manque de ressources idéales, de bâtir quelque chose de nouveau. Reprenons, en quelques phrases, le chemin que vous venez de traverser. Vous avez d'abord compris pourquoi votre cerveau bascule naturellement vers la rumination en l'absence d'une direction consciente, à travers les travaux de Martin Seligman sur l'impuissance apprise et ceux de Marcus Reichel sur le réseau du mode par défaut. Vous avez ensuite découvert que chaque répétition mentale d'un échec en renforce littéralement l'empreinte neurologique, à travers les recherches d'Eric Kandel sur la consolidation synaptique. Vous avez appris que la première pierre, même imparfaite, compte infiniment plus que l'attente d'un plan parfait, à travers les travaux de Teresa Amabili sur le principe du petit progrès. Vous avez découvert que les ressources limitées dont vous disposez déjà constituent souvent une fondation plus solide que celle que vous attendez encore, à travers la théorie de l'effectuation de Sarasvati. Et enfin, vous avez compris que la construction ne devient véritablement transformatrice que lorsqu'elle cesse d'être une réponse ponctuelle à un désastre exceptionnel, pour devenir une disposition permanente face à chaque difficulté du quotidien. Il serait facile, à ce stade, de refermer ce livre en considérant ces principes comme des outils que vous mobiliserez uniquement lors du prochain grand effondrement de votre existence. Ce serait pourtant passer à côté de l'essentiel de ce que Rotterdam elle-même a démontré, année après année, décennie après décennie. La ville n'a jamais cessé de se construire après avoir posé ses premières pierres en 1940. Elle a continué, encore et encore, à appliquer ce même principe face à chaque nouveau défi qui s'est présenté, jusqu'à ce que la construction cesse d'être un effort exceptionnel pour devenir, simplement, sa manière durable d'exister dans le monde. C'est précisément cette répétition constante, loin des grands récits dramatiques et des reconstructions spectaculaires, qui construit véritablement une vie faite de solidité plutôt que de plainte. La prochaine difficulté que vous rencontrerez ne sera probablement pas un bombardement
qui rase le centre de votre existence. Ce sera peut-être une déception mineure, une frustration ordinaire, un projet qui n'aboutit pas comme prévu. Mais c'est précisément dans ces moments ordinaires, répétés semaine après semaine, que se joue la construction progressive de votre propre disposition à bâtir plutôt qu'à vous plaindre. Chaque fois que vous choisirez de rediriger votre attention vers ce qui peut être construit, plutôt que vers ce qui a été perdu. Chaque fois que vous poserez une première pierre imparfaite, plutôt que d'attendre un plan parfait, qui ne viendra peut-être jamais. Chaque fois que vous ferez l'inventaire de ce que vous possédez déjà, plutôt que de dresser la liste de ce qui vous manque. C'est dans cette accumulation de choix quotidiens, invisibles pris isolément, que se construit progressivement la personne capable de reconstruire n'importe quoi, y compris et surtout ce qui semblait, au premier regard, définitivement détruit. Il faut accepter que cette construction ne sera jamais linéaire ni immédiate. Vous allez traverser des moments où l'ancien réflexe de la plainte reviendra avec force, où vous vous surprendrez à ressasser une frustration au lieu de la rediriger vers une action concrète. Ce n'est pas un échec. C'est exactement le même processus que Rotterdam elle-même a traversé, avec ses propres hésitations, ses propres retards, ses propres périodes où la reconstruction semblait avancer plus lentement que prévu. La discipline de la construction n'est jamais un interrupteur que l'on actionne une fois pour toutes. C'est une pratique continue, renouvelée chaque jour, exactement comme les autres disciplines qui comptent réellement dans une existence construite avec intention. Il y a une dernière chose que je veux que vous emportiez avec vous en refermant ce livre. Ce qui a été détruit dans votre vie, quelle que soit son ampleur, ne détermine jamais, à lui seul, ce que vous choisirez de bâtir à sa place. Les habitants de Rotterdam n'ont jamais pu changer le fait que leur ville avait été rasée en quelques minutes par les bombes. Ce qu'ils ont pu changer, c'est ce qu'ils ont décidé de faire de ce qui restait. Cette même décision, celle de construire plutôt que de se plaindre, vous appartient entièrement, à chaque instant, face à chaque nouvelle difficulté, que la vie continuera inévitablement à vous présenter. Le monde regorge de personnes qui possèdent des ressources considérables, mais qui restent pourtant figées face aux décombres de leur propre existence, incapables de franchir le pas qui sépare la contemplation de la construction. Ne devenez jamais l'une d'elles. Vous disposez désormais des outils précis, documentés par des décennies de recherches scientifiques et illustrés par la reconstruction méthodique d'une ville entière, pour transformer durablement votre rapport à chaque difficulté, petite ou grande, qui se présentera sur votre chemin. Rotterdam se tenait, au printemps de 1940, devant un champ de ruines dont personne, à l'époque, n'aurait pu imaginer qu'il deviendrait un jour le plus grand port du monde. Ses bâtisseurs n'avaient aucune certitude sur l'issue de leur entreprise. Ils avaient simplement choisi de poser la première pierre plutôt que de continuer à contempler ce qui avait disparu. Vous disposez désormais du même choix, face à vos propres ruines, quelles qu'elles soient. Le reste appartient à la première pierre que vous choisirez de poser, dès aujourd'hui. Nous arrivons à la fin de ce livre. Si certaines phrases t'ont dérangé, si certaines vérités t'ont obligé à te regarder en face, alors ne laisse pas cette prise de conscience s'arrêter ici. Avec Livre Académie, tu vas apprendre chaque jour à devenir meilleur. Abonne-toi pour ne rien manquer des prochaines vidéos, continue à te construire au lieu de subir, et si tu as réellement appris quelque chose aujourd'hui, écris simplement en commentaire « J'ai appris ». À très bientôt.